Il y a plus d'un an, Jérémy et moi on développé en React. Et en septembre dernier, on est arrivé sur le même projet Angular. Au début, on a été un peu perdu, il a fallu apprendre cette technologie dont on ne connaissait rien. Mais cette expérience, elle nous a permis d'apprendre une chose. C'est avoir une réponse à la question suivante, c'est quelle technologie choisir pour développer une application front-end parmi Angular ou React. Du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous partager notre histoire et vous donner des astuces, tout d'abord pour répondre à cette question, mais aussi pour appréhender une rencontre avec ces technologies. Donc, pour commençons par le début. Il a fallu se préparer. Et pour se préparer, on commence par voir les prérequis. Je me rappelle, la première fois que j'ai commencé une application React, mes connaissances en JavaScript se limitaient à utiliser jQuery. Du coup, j'ai dû apprendre pas mal de choses. J'ai dû apprendre à utiliser NPM, Node, Babel ou Webpack. Et en plus de ça, donc ça ce sont les bases de JavaScript moderne. Et en plus de ça, il a fallu apprendre les spécificités de React, ou des spécificités comme l'utilisation d'un state manager comme Redux. Et lorsque Jérémy et moi nous sommes arrivés sur notre premier projet Angular, heureusement pour nous, on avait déjà la base commune de JavaScript moderne. Du coup, ça a pu faciliter nos apprentissages, mais il restait quand même à apprendre toutes les spécificités sur Angular, qui sont plutôt énormes, vu qu'il y a plein de nouveaux patterns de l'injection de dépendance à apprendre. Il y avait TypeScript, et du coup, avec TypeScript, on programme en orienté objet, et tout est typé. Effectivement, donc si on regarde la learning curve pour Angular et React, on va voir qu'en React, on va avoir quelques choses à apprendre au début, donc comment faire un composant, comment gérer les props de state. Mais après ça, en fait, on peut déjà commencer à développer. Donc c'est un coup d'entrée qui est moins important que Angular, où il va falloir apprendre le TypeScript, l'injection de dépendance, il va falloir apprendre à travailler avec des observables et le reactive programming. Et donc ça va faire un gros bloc à apprendre au début, et ensuite vous allez pouvoir développer sans avoir à ajouter autant de librairies et apprendre autant de librairies que sur React. Donc ce qui est important, c'est surtout d'apprendre, que ce soit pour React ou pour Angular, d'essayer de cibler les choses qui vont permettre d'atteindre vos objectifs. En effet, ça sert à rien de tout apprendre, par exemple devenir un expert Webpack si vous n'en avez pas besoin, car vous pouvez utiliser des outils comme Ngekli ou Create React App qui peuvent vous permettre de bootstrapper vos projets et de vous faire gagner énormément de temps et aussi éviter des bugs de configuration. Par exemple, on avait sur notre premier projet qui n'utilisait pas du tout Ngekli, le premier projet Angular, la configuration des tests nous a pris plus de 3 jours afin d'arriver à une bonne configuration optimale. Ensuite, globalement, concernant les outils à utiliser avec ces deux technologies, ils sont similaires. On retrouve des outils, des plugins pour nos IDE, que ce soit des linters pour React ou pour Angular. Et on retrouve aussi des outils pour débugger dans le navigateur, comme React DevTool pour React et Augury pour Angular. Et qu'en penses-tu, Effectivement, on a les mêmes outils, sauf que par exemple, entre TSLint et SLint, on va avoir quand même une communauté qui est moins importante pour TSLint, donc ils vont devoir, et ça se base pas sur les mêmes règles, ils vont devoir tout recoder. Donc par exemple, si on passe d'un projet React ou ES6 à un projet en TypeScript, et il va falloir aller chercher dans plein de petites librairies de règles qui sont gardées par plein de personnes, un peu des contributeurs séparés. Et du coup, on risque de ne pas avoir les mêmes règles ou qui marchent moins bien. Du coup, c'est quand même pas le même support pour les deux. Ensuite, la doc. Donc en gros, on a deux docs qui sont pas mal. React, il y a plein de petits exemples. Elle est un peu plus confuse depuis React 16 parce qu'il y a plein de méthodes qui sont deprecated et d'autres qui apparaissent. Donc ça va être un peu plus difficile de s'y retrouver maintenant. Et la doc d'Angular, très très complète avec plein de choses, un style guide. Sauf que justement, elle est assez complexe. Et pour s'y retrouver dedans, c'est pas évident. Donc moi, ce que je fais à chaque fois, j'arrive pas à naviguer dedans. Donc à chaque fois, je reviens sur Google, je cherche ce que je veux. Et je le retrouve dans la doc. Désormais, on est prêt, on s'est préparé, on peut commencer à coder. Et la première chose qu'on va faire, c'est créer des composants. Parce qu'au final, site web moderne en JavaScript, c'est juste
grand ensemble de composants. Alors, on peut voir qu'en Angular, la déclaration et l'écriture de composants est plus lourde à faire qu'en React, parce qu'il y a plus de boilerplate. Il faut à la fois renseigner le fichier TypeScript, le template, et enfin déclarer tous nos composants dans des modules pour pouvoir les utiliser. Tandis qu'avec React, on fait du JSX et on met tout dans ces JSX. Du coup, ça apporte des avantages en React. Par exemple, le compilateur JSX va pouvoir générer des erreurs ou des warnings. Par exemple, si vous oubliez de renseigner un champ ou que ce champ est erroné. Et donc, par contre, ça a des désavantages, c'est que on peut oublier de d'écrire du bon HTML. Et donc, on a des petits exemples d'utiliser des divs avec des onClick à la place de boutons. Et donc, il faut faire attention pour l'accessibilité et apprendre aussi du bon HTML. Une fois que ces commandes sont écrites, il faut les faire communiquer entre eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que Angular utilise du double data binding, là où React utilise du simple data binding. En gros, en React, l'interface se basera entièrement sur les données qui sont dans le state de ces composants. Tandis qu'en Angular, il y aura des listeners qui vont écouter à chaque fois des changements, que ce soit dans l'interface ou dans les composants eux-mêmes. Et ça se manifeste par une utilisation différente. En React, on passe entre les composants des props et des callbacks, tandis qu'en Angular, on passe des inputs, des outputs et des event emitters. Ce qui, pour Angular, rajoute une certaine complexité qu'on n'a pas avec React en traitant uniquement des callbacks. Une fois qu'on a fait communiquer ces composants, on doit gérer potentiellement un état de l'application à plus haut niveau, si l'application grossit. Et du coup, on va avoir, donc pour stocker ces informations, des choses qui vont être similaires entre React et Angular, donc le state interne et les propriétés des classes pour React Angular, l'API de contexte qui permet de stocker aussi des informations en React et les services pour partager de la donnée en Angular. Donc ça, c'est en fait un singleton, une instance d'un service qui va permettre de stocker dans ces variables de classe de la donnée et de la redistribuer. Donc ça sera la même instance, ça sera la même donnée qui sera partagée entre les différents composants. Et ensuite, on va avoir des state managers. Donc on a Redux et Mobix en React. Et on va avoir une implémentation Redux-like en Angular qui s'appelle NGRX-Store. Alors forcément, Redux, tout le monde l'utilise. NGRX-Store, ça va être un peu moins maintenu. Donc globalement, c'est la même chose, mais un peu moins. Une fois qu'on a pu gérer ces différents points, on a réussi donc à coder et à partager de l'information, à faire vivre un peu notre application. Et on a commencé à rencontrer des obstacles. Le premier, c'est la différence de génération de HTML entre les deux frameworks. Donc d'un côté, on a React avec le JSX qui donne du HTML. Donc on a les éléments qu'on veut. On se limite vraiment au minimum. Et tandis qu'en Angular, on va avoir... Donc c'est la même chose, c'est pour faire une to-do list avec des éléments. En Angular, si on génère ces composants, on va avoir un tag HTML par composant qui va englober le template qu'on a écrit. Et du coup, non seulement ça fait que votre HTML est moins facile à lire, mais en plus, vous allez devoir styliser plus d'éléments. Et de base, ces tags sont en display inline, donc ce qui n'est c'est pas le plus évident, c'est pas ce qui est le plus utilisé. Donc en Angular, on va avoir plus de mal à styliser et à lire le HTML. Une option pour éviter ces tags, c'est d'utiliser des directives, donc c'est de la logique qu'on applique sur un tag HTML, et ça ne va pas rajouter du coup le tag inutile, sauf que c'est dommage quand même de devoir utiliser un autre système que les composants pour un framework qui est basé sur les composants. Ensuite, ces composants, ils vont vivre, donc on va avoir des méthodes pour gérer leur cycle de vie. J'ai montré les différentes méthodes et comment elles se recoupent d'un framework à l'autre. Donc il y a des méthodes qui sont similaires, qui vont marcher pareil. Donc le constructeur, on va voir qu'est-ce qui se passe quand on change les inputs ou les props qu'on passe aux composants.
qu'est-ce qui se passe quand le composant se lance et quand il se détruit. Donc parfois c'est pareil, parfois c'est très différent. Donc pour React, on a du Virtual DOM. Donc ce que je montre à l'écran, ce que j'ai entouré en bleu, c'est quels sont les composants qui vont se re-rendre quand je vais ajouter des éléments dans ma liste. Donc on a toujours la liste à l'extérieur qui va se re-rendre. Et en fait, on va avoir seulement l'élément qui s'ajoute, qui va être régénéré en HTML, et tous les autres vont rester identiques. Parce que le Virtual DOM, donc ça manipule seulement des copies en JS du DOM, des images. Ça fait du diffing, ça check la différence. Et ensuite, ça va modifier les éléments en vrai HTML que les éléments qui ont changé ou qui se rajoutent ou qui se détruisent. Et donc par rapport, le même exemple en Angular, ça ferait qu'à chaque fois on a toute la liste et tous les éléments qui se rendent. Donc ça va permettre de faire des gains de performance. Mais globalement, les deux frameworks sont assez performants, même si Angular, puisqu'il y a des watchers sur tous les inputs, plus on va avoir de données qui s'affichent à l'écran, donc un énorme tableau, plus on va perdre cet avantage de performance. Et si on n'y fait pas attention, on peut même avoir des soucis de performance avec Angular. C'est-à-dire qu'on maîtrise beaucoup moins la façon dont les composants se rendent. Et on s'est rendu compte qu'en appelant des méthodes directement dans les templates, les composants étaient rendus des dizaines, des centaines, voire des milliers de fois. Par exemple, à chaque fois que la souris est passée sur ce composant ou lorsqu'on scrolle dans la page. Et du coup, on a banni l'utilisation le fait d'appeler directement des méthodes dans les templates, car ces méthodes étaient aussi réexécutées des dizaines, centaines et milliers de fois. Une autre difficulté à laquelle on s'est confronté avec Angular, c'est au niveau des observables. Les observables, c'est quelque chose de très puissant qui permet de gérer des événements asynchrones comme des flux de données, comme des flux. C'est un peu un mélange entre des promesses et des événements. Ça permet du coup de faire des choses très puissantes, très adaptées au temps réel. Mais c'est très compliqué. Donc là, les exemples que j'ai mis, c'est déjà que les observables, ça ne marche pas comme les promesses. Parce que, par exemple, on a l'exemple d'une méthode qui va utiliser le service HTTP d'Angular, qui est basé sur les observables. Et je vais l'appeler dans un composant. Donc j'appelle ma méthode, et là, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas le call qui est effectué. En fait, il faut souscrire à cet observable pour que le call soit fait. Donc ça, on s'y fait vite, mais au début, c'est un peu surprenant. Et surtout, cette librairie RxJS, c'est 20 classes différentes, plus de 100 opérateurs. Et l'image que j'ai mis à côté, c'est l'explication d'un de ces opérateurs. Donc c'est group by qui n'est pas forcément le plus compliqué, mais c'est un peu spécial. Et donc apprendre tous ces opérateurs, même si vous n'avez pas besoin de tous, mais juste ceux que vous voulez, c'est déjà pas évident. Et vous n'avez pas vraiment le choix. Vous ne pouvez pas vraiment choisir de faire des promesses, parce qu'en fait, il y a plein d'éléments dans Angular qui se basent dessus. Donc il y a le routeur, il y a le module HTTP, il y a les formulaires, et il y a aussi les API du DOM donc pour mettre des event listeners, des choses comme ça qui sont basées sur les observables. Donc vous ne pouvez pas vraiment y échapper. Ensuite, un autre point, ça va être l'injection de dépendance. Donc ça, c'est quelque chose qui est cool pour Angular, ça va vous permettre d'avoir du code qui va se réutiliser plus facilement. Ça va faire que vos tests vont être plus faciles à écrire puisque vous allez pouvoir moquer des bouts, des morceaux de code, des services très facilement. Mais ça ajoute pas mal de boilerplate dans vos tests. Vous allez avoir 50 lignes au début qui vont être utilisées pour initier votre composant. Vous pouvez voir un exemple de ce boilerplate sur cette slide. Donc c'est-à-dire que ce boilerplate est à remettre en place sur tous les tests à chaque fois pour réinstancier l'environnement de test. L'API est également compliquée à maîtriser avec énormément de méthodes dont il faut comprendre le sens. Il faut également aussi réussir à manager les cycles de vie de vos composants. C'est-à-dire qu'en Angular, c'est à vous de définir quand est-ce que votre composant va se rendre ou quand est-ce que vous devez attendre que tous les événements asynchrones soient exécutés. Ce qui peut conduire à des suites de fixture detect change ou tick. Ce sont les deux méthodes qui permettent de re-rendre le composant ou d'attendre que les événements asynchrones soient tous exécutés. Et enfin, Angular ne génère pas par défaut des messages d'erreur très clairs, et avec les tests c'est encore pire.
Et ça peut conduire à des tests totalement incompréhensibles, avec aucune indication sur l'emplacement de la ligne de code qui a fait fail le test. Alors qu'en React, donc, depuis que Jest est arrivé, donc Jest comme test runner et Enzyme comme, qui va permettre de simuler des composants, on n'a pas besoin d'un browser, donc ça c'est pas mal par rapport à Karma. On va pouvoir faire du snapshot testing, on a une API qui est bien plus simple, surtout quand on utilise les shallow wrappers. On a une API du coup de manipulation du DOM ou pour aller chercher un élément, pour aller voir ses props, qui est vraiment plus simple, là où en Angular en fait on a des vrais éléments HTML avec plein d'informations qui ne servent à rien quand on veut faire des tests. Et c'est assez facile d'initier un test et de se mettre dans une situation qu'on veut, puisqu'on peut changer le state, on peut changer les props assez facilement. Par contre, c'est plus difficile de moquer des utils ou des services, puisqu'on n'a pas d'injection de dépendance. Et donc j'ai donné un exemple des différentes API de l'API qu'on peut trouver sur les wrappers pour faire les tests. Donc globalement, pour faire des tests, React est c'est vraiment plus facile de faire des tests moins painful qu'en Angular. Maintenant, on va vous parler d'architecture. Donc comment est-ce qu'on peut créer l'architecture de son projet. Le premier point important, c'est qu'en Angular, on va avoir de la modularité, c'est-à-dire qu'il y a un système de ng modules. Donc j'en ai mis un exemple qui comporte plusieurs propriétés. Les imports, donc c'est les modules dont celui-ci va être dépendant. Les déclarations, c'est les composants, les pipes qui sont l'équivalent de filtres en Angular 1, qui vont être qu'on a écrit dans ce module. Les providers, qui sont les services qui vont être partagés comme singleton dans ce module-là. Et les exports qui sont l'interface avec les modules qui vont importer celui-ci. Et ça va vous permettre de découpler votre code, de mieux l'organiser parce qu'il va falloir se poser la question quand votre application grossit, qu'est-ce que je vais mettre dans un module séparé, comment est-ce que je vais faire pour que mon code soit réutilisable et bien organisé. Et du coup, ça permet d'avoir une architecture qui va se retrouver plus facilement dans tous les projets Angular parce que il y a ce système de modules. Et dans la doc, on a un style guide qui va proposer l'architecture que j'ai mise avec le core module qui est partagé dans toute l'application, un hero module, donc c'est pour une feature, on a les shared, c'est tous les services qui vont être réutilisés, et l'app module qui est le point d'entrée de l'application. Et donc dans le style guide, qui est hyper long, on a une organisation des fichiers qui est proposée, on a du naming pour tous les fichiers, on a plein de choses qui vont permettre de se retrouver plus facilement avec deux projets Angular similaires. Tandis qu'avec React, c'est à vous de définir vos propres guidelines. Il y a du coup un grand nombre de choix qui sont à vous de faire, comme le nommage des fichiers, l'architecture des fichiers, quelle librairie utiliser par exemple pour aller fetcher des données, ou utiliser des fichiers JS ou JSX. Et ça a des conséquences, comme le fait qu'il est rare de trouver deux projets React avec la même architecture et la même guideline. Et du coup, un développeur React ne va pas pouvoir se retrouver aussi facilement dans un autre projet qu'un développeur Angular sur un autre projet Angular. Mais tout ça, c'est normal, c'est parce que React est une librairie, là où Angular est un framework. Et avec les deux, vous pouvez réaliser de bonnes applications web en prod, ou bien, si mal utilisé, finir avec une application mal découplée. Petit point sur la popularité des deux frameworks, parce que c'est important de savoir quelle va être, s'il y a beaucoup de contributeurs, si le framework risque de s'arrêter dans 2 mois. Donc on a d'abord, là j'ai montré le petit panel Stack Overflow, GitHub et NPM, et de Node NPM. Donc on voit que sur Stack Overflow on a plus de questions sur Angular, et c'est que Angular 4. Là où on a beaucoup plus de stars sur GitHub pour React, et beaucoup plus de download NPM. Et donc pour les entreprises qui l'utilisent, là j'ai donné une petite vue, donc c'est en plus de Facebook forcément pour React, puisque c'est eux qui le font, et de Google pour Angular. Et donc over time, qu'est-ce que ça donne? On voit que React ça a une tendance à peu près stable d'augmentation constante en haut pour les
les téléchargements NPM en bas pour Google Trends, et que c'est à peu près kiff-kiff pour Google Trends pour les deux. Et on peut voir aussi que en fait, personne ne travaille jamais ni sur Angular ni sur React à Noël. Donc c'est les petits creux. Donc maintenant, nous, ce qu'on essaye de vous apporter, en plus du feeling de comment est-ce qu'on travaille avec les deux, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir choisir, vous, entre les deux frameworks. Alors tout d'abord, vous pouvez vous baser sur l'expérience de vos équipes. Et même si vous préférez des langages plutôt fonctionnels, alors il faudra utiliser React, tandis que si vous préférez des langages plutôt typés ou orientés objet, il vaut mieux utiliser Angular. Si vous êtes plutôt familier avec l'environnement JavaScript et que vous n'avez aucun mal pour sélectionner .lib ou les intégrer, alors il vaudra mieux choisir React. Ensuite, ça va dépendre aussi, notre sentiment c'est que ça va dépendre aussi de la taille de l'équipe. Si vous avez une équipe plus grosse, ça va être plus simple. Ça peut être plus simple de garder une structure correcte et du code maintenable avec Angular, parce qu'il y a des guidelines qui seront proposés. Après, tout dépend de vous aussi. Est-ce que vous arrivez à mettre en place des guidelines sur React? Parce qu'il y a des très gros projets sur React aussi, et il y a plus, vu que React est plus mature, il y a plus d'exemples de gros projets qui tiennent en prod avec React pour le moment. Si vous faites un POC, a priori ça va être plus facile, ça va être plus rapide avec React. Il y a moins de choses à apprendre dès le début. C'est plus rapide de commencer à coder des composants sans toutes les libs autour, vraiment que de l'interface, ça va aller assez vite. Si vous souhaitez faire du mobile, alors on vous conseille React, parce que React Native, qui est quand même beaucoup plus performant que Ionic. Et si vous choisissez de faire du temps réel, il vaudra mieux utiliser Angular grâce aux observables qui sont particulièrement très adaptés pour la gestion du temps réel. Ensuite, c'est aussi une histoire de choix personnel. Ça dépend si vous aimez faire des choix ou avoir tout préparé pour vous. Ça dépend si vous êtes plutôt Linux ou Mac, en gros. Et ensuite, ça dépend aussi quelle entreprise vous préférez, donc que ce soit Facebook et Airbnb qui participent beaucoup à React, ou alors Google et Microsoft. Et ça peut dépendre de votre situation personnelle. Si vous venez d'arriver dans le monde du web et que vous voulez commencer, c'est comme pour l'époque, ça va être plus simple de commencer avec React, moins de choses à apprendre, et vous allez plus vite voir le résultat de votre travail que si vous devez apprendre l'injection de dépendance en Angular par exemple, ou TypeScript. En conclusion, ce qu'on a ressenti durant cette expérience, c'est que React, c'était quand même plus fun à coder, mais que ça apportait plus de structure à notre projet. Ensuite, travailler avec React auparavant nous a aidé à être de meilleurs développeurs Angular. Et à l'inverse, travailler avec Angular nous a apporté une méthodologie de la structure qui vont nous permettre à l'avenir de mieux structurer nos projets React. Et du coup, c'est à vous de choisir en fonction des éléments qu'on vous a donnés, mais ça peut être très intéressant de tester les deux parce que ça vous apprend des choses différentes et ça peut vous permettre de faire des meilleurs projets dans l'un ou l'autre. Voilà. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Ça peut être bien aussi le JS. On n'a pas testé. Des questions, des remarques? L'injection de dépendance. Ouais. L'injection de dépendance, c'est une manière de gérer quand tu vas avoir un composant par exemple qui va avoir besoin d'autres morceaux de code. Donc ton composant, je sais pas, il va avoir besoin d'un système de traduction pour afficher des textes traduits. Tu vas pouvoir en React importer ton util de traduction par exemple et l'utiliser dans le composant. Sauf que dans tes tests par exemple, tu vas pas pouvoir, c'est complètement couplé. Tu vas pas pouvoir utiliser ton composant facilement sans le système de traduction. Et l'injection de dépendance, ça va te permettre de dire, moi quand je construis mon composant, donc dans son constructeur, là à ce moment-là je lui passe un système de traduction. Et donc quand toi tu vas construire ton composant dans les tests, tu vas dire
bah, à la place de passer le vrai service de traduction, je vais passer un service de traduction qui est moqué et dont je choisis les réponses. Et du coup, ça va te permettre de découpler ton code et de choisir vraiment quel morceau tu testes, donc de faire des tests plus unitaires. Yes. Aujourd'hui, la marque peut-être dans l'ensemble bouger un peu plus, c'est vrai qu'il y a des moments en plus où on ne pouvait pas voir ce qu'il y avait derrière toi. Ah merde. Je sais que c'est un peu plus compliqué si tu fais ça, j'imagine, mais c'est vrai que c'était un peu au niveau statique uniquement. Et j'ai une question aussi, c'est adressé à qui finalement cette conférence? Est-ce que les gens, généralement, on fait React en Angular? C'est une conférence pour des devs full stack. Ouais. Du coup, Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une fois où vous vous adressiez comme si on était un peu familier en fait avec React, beaucoup plus qu'avec Angular. Vous parliez de props et de state assez régulièrement, vous rentriez plus dans le détail en React, notamment au niveau des tests, vous avez dit ouais c'est plus facile au niveau des props et des states, peut-être pour quelqu'un qui ne connaît pas trop React, il y a des moments où... Ouais, il faut qu'on voit si on part du principe qu'ils connaissent ou pas. Ouais, voilà, en fait, si quelqu'un connaît vraiment pas React et a fait que du Angular, par exemple, ça peut être compliqué à certains moments de comprendre quand on a fait du React, ça avance encore. Et enfin, c'est vraiment sur la slide communication entre les composants où vous m'avez un peu perdu. C'est allé un peu vite, je le sens pas trop comme je ouais, c'est là où j'ai parlé de state. Là, c'est parti un peu. Ok. Celle-ci, c'est un bon point. Ouais. Enfin, j'ai pas eu vraiment le temps, c'est comment ça se passe en React ou en Angular par exemple. Ouais, Ok. C'est clair. On va faire attention, expliquez-moi, c'est très clair. D'autres questions? Merci. Bon, bah merci beaucoup.